Bonjour à tous et toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Défense à l'antenne. Dans l'épisode de cette semaine, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Monsieur le divisionnaire Jean-Marc Alter pour parler des problématiques de défense suisse. Monsieur le divisionnaire, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans ce podcast, nous allons traiter des questions relatives à l'armée suisse, avant de nous intéresser aux problématiques de coopération internationale. Et enfin, monsieur le divisionnaire, nous nous intéresserons davantage à votre parcours, ce qui fait que, contrairement aux autres podcasts et à notre habitude, je rappellerai simplement votre poste actuel, puisque vous êtes attaché de défense auprès de l'ambassade de Suisse en France, en Belgique et au Luxembourg. Et puis, nous aurons l'occasion, dans la suite de ce podcast, d'en apprendre davantage sur votre carrière au sein de l'armée suisse. Mais oui, merci. Alors, ma première question concerne la conscription, puisque la Suisse est un des rares pays européens à avoir conservé ce mode de fonctionnement. Alors, quelles sont les personnes concernées par ce service militaire? Quelles sont ses alternatives si l'on ne peut pas l'effectuer? Et en somme, quelle part de la population effectue son service militaire en Suisse? Bon, effectivement, la Suisse connaît toujours l'obligation de servir. Tous les hommes suisses déclarés aptes au service et âgés d'environ 18 à 35 ans doivent servir dans l'armée. En 2020, c'était environ le 71% des hommes qui ont été déclarés aptes au service. Il y a aussi la possibilité, naturellement, de grader dans l'armée, d'atteindre dans cette armée de milice des fonctions de sous-officier supérieur et d'officier jusqu'au rang de colonel. Et puis là, l'âge est limité pour des colonels, par exemple, à 52 ans. Donc, suivant la carrière qu'on fait, on peut encore rester plus longtemps dans cette armée de milice. Pour les femmes, le service militaire est volontaire. Ils peuvent aller dans chaque branche qu'elles aimeraient bien choisir. Maintenant, quelles sont les alternatives? Il y a 3 cas de figure possibles. La première, c'est la protection civile. C'est un corps organisé en 26 divisions cantonales dont le but est l'assistance à la population en cas d'événement dommageable ou de catastrophe. La protection civile a par exemple prêté main forte au service sanitaire de plusieurs cantons durant la crise sanitaire de la COVID-19. Deuxième possibilité, c'est le service civil, avant tout dédié aux personnes qui refusent de servir dans l'armée pour des motifs de conscience ou inaptes pour des raisons médicales. Et troisième cas de figure, ne pas exercer son devoir citoyen et payer une taxe militaire, par exemple ceux qui partent à l'étranger pour cause de leur profession ou quelque chose d'autre, ils sont quand même contraints à payer une taxe, environ 3% de salaire annuel, mais au minimum 400 francs par an. Donc, ensuite, quelle est la population concernée effectue son service militaire? En 2019, les 6 centres de recrutement du pays ont reçu 30 000 conscrits au total. Parmi eux, le 71% ont été déclarés aptes au service militaire et le 19,8% ont été déclarés inaptes pour raisons médicales. À cela s'ajoute 9,3% aptes au service de protection civile. Voilà en résumé ce qu'on fait, qui est apte au service et qui doit faire son service militaire. Alors, vous l'avez dit à un moment que l'armée suisse était une armée de milice encadrée par des militaires professionnels. Est-ce qu'une armée professionnelle pourrait être envisageable en Suisse comme c'est le cas en France? Et selon vous, quels seraient ses avantages et ses inconvénients par rapport à l'armée que vous possédez actuellement? On discute souvent de ce système. Est-ce qu'il faut une armée professionnelle ou est-ce qu'on reste dans notre cadre d'armée de milice? En 2013, le peuple suisse a voté une initiative populaire lancée par le groupe pour une Suisse sans armée. Cette initiative proposait l'abrogation du service militaire obligatoire
Elle a été rejetée par 70% des citoyens. Les Suisses sont donc très attachés à notre service militaire et plus largement à son système de milice. J'aimerais quand même préciser qu'il y a quand même une petite partie de militaires de carrière, donc le noyau professionnel d'environ 3000, qui ne sont pas des miliciens, qui ont peut-être commencé dans la milice, mais ensuite qui deviennent militaires de carrière. Pour citer des exemples, par exemple nos pilotes de chasse, ou alors aussi les instructeurs dans les écoles de recrues, etc., qui sont finalement des militaires de carrière. Donc, on a les deux, mais je pense la majorité du citoyen suisse, quand même, veut toujours maintenir ce système de milice. Alors, dans l'actualité récente, la population suisse a récemment accepté en septembre dernier une enveloppe maximale de 6 milliards de dollars suisses pour l'acquisition de nouveaux avions de combat destinés au renouvellement de sa flotte. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez nous en dire un peu plus? Et surtout, quels sont les candidats potentiels pour le remplacement de cette flotte et en particulier le Rafale français? L'armée suisse actuellement dispose de 2 flottes aériennes. Il y a le F-5 Tigre et il y a le FA-18. Nombre total environ une cinquantaine d'avions de combat. Ces avions devront être retirés du service vers 2030 environ. Il est donc prévu d'acquérir de nouveaux avions de combat d'ici là pour un montant maximal d'environ 5,6 milliards d'euros. L'objectif est aussi d'avoir une seule flotte pour là avoir moins de coûts de maintenance. 4 modèles sont en lice, 2 avions américains, le F-35 et le FA-18E, et 2 avions européens, l'Eurofighter et bien entendu le Rafale français. Le Rafale a été testé par nos forces aériennes et il répond au cahier des charges fixé par Arma Suisse. Arma Suisse, c'est l'équivalent de la DGA française. C'est pourquoi il a été retenu, tout comme les 3 autres candidats mentionnés. Arma Suisse va soumettre sa recommandation au Conseil fédéral. Ce sera vers la fin mars de cette année. Ensuite, le Conseil fédéral va discuter et prendre lui-même la décision jusqu'environ fin juin de cette année et il soumettra sa décision au Parlement pour approbation. Également, dans l'actualité récente, l'armée suisse a été engagée à l'intérieur du pays dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Par rapport à cela, dans quelles conditions est-ce que l'armée peut être amenée à être mobilisée sur le territoire et quelles sont les missions qui peuvent lui être confiées? Bon, l'armée peut être appelée à fournir un appui lorsque les moyens des autorités civiles ne sont plus suffisants pour maîtriser une situation extraordinaire, surtout dans les domaines de la protection, du sauvetage et de l'aide. Ce fut le cas lors de la crise sanitaire qu'on a vécue l'année passée, respectivement qu'on est toujours dans cette année. Le principe d'engagement est similaire à la France. L'armée n'intervient qu'à titre subsidiaire et à la demande des autorités civiles. Donc ici, c'était le canton ou les cantons qui souhaitaient un appui par l'armée. L'engagement en service d'appui doit être préalablement approuvé par notre Conseil fédéral qui dit combien et puis pour quelle mission. Durant la première vague de la pandémie, l'armée a fourni de l'aide au système de santé civile dans la gestion de crise au niveau des soins généraux qu'ils ont apportés, du traitement des patients ou des transports sanitaires, des appuis aussi dans le domaine de la logistique, transport, etc. Les formations militaires sont aussi intervenues pour apporter un soutien auprès des douanes en aidant à surveiller les frontières qui ont été fermées dans certains pays. Alors j'avais une question sur un point assez particulier de l'armée suisse, qui est le fait qu'il existe une marine lacustre suisse. En l'absence de littoraux, quels peuvent être les principaux enjeux de cette marine?
Bon, les missions de notre marine sont essentiellement des missions de soutien aux autorités civiles, là aussi, surtout la police et les gardes frontières. Mais elle garantit aussi la sécurité d'événements politiques majeurs, notamment sur l'arc lémanique, pendant la conférence d'Évian, conférence G7, ou aussi la conférence de l'OSCE qui avait lieu à Bâle. À noter que ces unités sont incorporées pas dans une marine nationale suisse, mais dans les forces terrestres, et puis sont instruits là-dedans et incorporés dans les forces terrestres. Au-delà justement de la marine suisse et puis de l'armée de terre, comme vous venez de le dire, quels sont les principaux piliers de la politique de sécurité suisse et plus particulièrement, quelle est la place de l'armée suisse dans cette politique de sécurité? Oui, là, je dois un peu élargir les pensées. Pour commencer, il faut comprendre que la politique de sécurité suisse s'inscrit dans un cadre particulier. En effet, la Suisse, bien que située au cœur de l'Europe, n'a pas vécu d'agression depuis un peu plus de 200 ans. Elle est un État neutre depuis 1815 et elle n'est ni membre de l'Union européenne ni membre de l'OTAN. Mais encore, elle est politiquement caractérisée par un système fédéral et une démocratie directe, donc où le citoyen a la possibilité de faire une initiative populaire ou un référendum contre une loi qui a été décidée par le Parlement. Le fédéralisme suisse donne beaucoup d'autonomie aux cantons, si bien que la clé de notre sécurité est avant tout une solide coopération entre l'armée, les cantons, les institutions nationales et bien sûr les citoyens. C'est sur cette base, fédéralisme, neutralité et coopération, que se développent les différents piliers de la politique de sécurité suisse, tels que les forces de police, la politique extérieure et la politique économique, le service de renseignement ou encore la protection de la population que nous avons évoqué tout à l'heure, et bien entendu l'armée. L'armée suisse, l'armée de milice, est un pilier central. Elle garantit notre autonomie de défense et dispose d'une importante réserve stratégique qui permet de renforcer en cas de besoin les autres piliers de notre sécurité. L'actuelle crise sanitaire est un bon exemple d'une indispensable collaboration entre les différents piliers de notre sécurité. Pour sa part, l'armée a justement mobilisé sa réserve ou une partie de la réserve stratégique en mobilisant plus de 8000 soldats pour venir au soutien des cantons et de la population. Le cahier des charges ou le défi de l'armée suisse est de se préparer et de prévoir de mettre sur pied 35 000 hommes et femmes dans le délai de 10 jours. Alors, vous l'avez évoqué dans votre réponse précédente, le fait que la Suisse soit caractérisée par le choix de la neutralité. Quand on voit le nombre de conflits qui sont présents dans le monde, est-ce que cette neutralité, c'est pas plutôt un défi plutôt qu'un atout? Oui, pour rappel, notre neutralité fut reconnue lors du congrès de Vienne en 1815, qui fait suite aux guerres napoléoniennes durant lesquelles le territoire suisse a été le théâtre d'opérations militaires entre grandes puissances. En se déclarant neutre, la Suisse a pu garantir son indépendance et protéger son territoire des futurs conflits. De fait, la neutralité suisse fut globalement respectée lors de la guerre franco-allemande en 1871 et lors des deux guerres mondiales. La neutralité suisse est permanente et armée. Permanente car elle s'engage à ne pas participer militairement à l'ensemble des conflits à venir. Armée car la Suisse s'engage à défendre militairement le respect de son statut d'État neutre. Conformément au droit international relatif à la neutralité, la Suisse peut néanmoins participer à des missions des Nations Unies pour la sauvegarde de la paix et de la sécurité internationale. La Suisse est donc tenue de respecter un certain nombre d'obligations juridiques, mais ces dernières n'empêchent pas la Suisse de développer une véritable politique de neutralité qui affirme son statut d'État neutre
tout restant suffisamment souple pour défendre ses intérêts et sa sécurité selon le contexte international. En couplant sa politique de neutralité à une politique extérieure basée sur la coopération internationale, la Suisse a donné à sa neutralité une orientation humanitaire et pacifique, conforme à sa tradition en matière de bon office et d'aide humanitaire. C'est pourquoi la Suisse est devenue très tôt le siège de nombreuses conférences et organisations internationales et offre régulièrement ses services en tant qu'intermédiaire neutre. Pour ne donner qu'un exemple, suite à la rupture diplomatique entre les États-Unis et l'Iran, la Suisse a été mandatée pour gérer une partie des affaires diplomatiques et consulaires entre ces deux pays. En juin 2020, par exemple, elle a même procédé à un échange de prisonniers sur son sol. Pour conclure, on pourrait dire que la neutralité est un défi sur le plan de la sécurité, car elle empêche juridiquement la Suisse de rejoindre une alliance telle que l'OTAN et doit par conséquent garantir elle-même sa propre sécurité. Toutefois, avec un peu de recul historique, on voit bien que la neutralité a permis un peu plus de 2 siècles de paix et d'indépendance, ce qui a aussi renforcé la cohésion nationale. À cela s'ajoute la grande marge de manœuvre qu'offre notre politique de neutralité selon le contexte international. Aujourd'hui, la neutralité fait partie de la tradition, de l'histoire et de l'identité nationale suisse et de ses citoyens. D'ailleurs, les sondages d'opinion indiquent qu'un peu plus de 95% des Suisses sont attachés à la neutralité. Plus qu'un atout, je dirais, la neutralité fait partie intégrante de l'ADN suisse. Alors, vous l'avez dit précédemment que la Suisse ne faisait pas partie de l'Union européenne ni de l'OTAN. Du coup, je me pose la question, quels sont les principaux partenaires de la Suisse en matière de défense et qu'est-ce que la Suisse a à apporter en matière de coopération militaire? Bon, en matière de coopération militaire, nos principaux partenaires sont nos pays limitrophes. C'est la France, c'est l'Allemagne, ce sont donc nos pays les plus importants partenaires, mais nous entretenons des coopérations avec de nombreux pays tels que l'Autriche, l'Italie, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique, la Grande-Bretagne, la Suède, les États-Unis. Donc, oui, je dirais au monde entier. Sur le plan économique de la défense, on trouvera bien sûr aussi l'Allemagne et la France, mais aussi l'Israël, les États-Unis et la Suède. La deuxième question, je crois, était dans quel domaine sécuritaire la Suisse était principalement impliquée. Bon, sur la scène internationale, l'armée suisse est principalement impliquée dans des missions de maintien, de promotion de la paix, où la Suisse opte pour une stratégie de sécurité par la coopération, la promotion de l'état de droit et de la démocratie, la promotion du droit international humanitaire et des droits de l'homme, ainsi que le soutien à des traités de désarmement. Voilà un peu la position de la Suisse dans le domaine sécuritaire Alors, vous avez cité certaines opérations auxquelles dont la Suisse fait partie. J'aimerais en ajouter une de plus, qui est la participation à la mission au Kosovo, la KFOR, où l'armée suisse maintient un contingent depuis 1999. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce contingent, le rôle qu'il joue au Kosovo et au sein de la KFOR, et est-ce que cette participation ne remet pas justement en cause le principe de neutralité que nous évoquions précédemment? Bonne question, oui. Il faut prendre en considération que la Suisse est le principal pays d'accueil ou était pour les réfugiés de cette guerre. Par conséquent, un de nos intérêts majeurs est de voir s'instaurer au Kosovo une situation qui garantit le respect des droits de l'homme et la possibilité de retour finalement de ces réfugiés dans leur pays. Intuitivement, l'engagement de la force de maintien de la paix KFOR
une présence militaire suisse au Kosovo peut sembler en contradiction avec les principes de la neutralité. Ces principes sont toutefois respectés par la KFOR qui repose sur un mandat de l'ONU. Et c'est les pays concernés qui ont eux-mêmes donné leur accord pour l'engagement de l'armée suisse. La participation suisse à la KFOR est donc compatible avec le droit international et avec notre neutralité et le droit suisse, selon lequel l'armée n'ose participer qu'à des missions mandatées par les Nations Unies ou l'OSCE. La KFOR n'est pas le seul engagement. Au total, ce sont près de 330 Suisses qui sont déployés à l'étranger. La majorité, naturellement, à la KFOR, environ avec 165 soldats. La Suisse est très attachée à cette promotion de la paix et participe aussi à des missions de l'ONU en envoyant des observateurs experts ou conseillers militaires sur tous les continents. Après la KFOR, on est aussi en Bosnie-Herzégovine, au Mali, en Ukraine, au Proche-Orient, dans d'autres pays africains, mais aussi en Corée du Sud, pour citer quelques exemples. Alors, comme je l'évoquais au début de ce podcast, vous êtes attaché de défense à Paris. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu davantage de votre parcours jusqu'à ce poste et quelles ont été vos motivations à vous engager dans cette voie pour devenir attaché de défense? Ben, je pense que c'est quand même une partie de tradition. Ma papa était aussi militaire de carrière. Je pense qu'il nous est commun, c'est de vouloir servir sa patrie, de vouloir protéger ses citoyens, donc les citoyens suisses, mais aussi finalement de protéger les citoyens au monde entier qui ont besoin d'aide. J'ai débuté ma carrière de milice ou de soldat de réserve il y a 40 ans, et puis je suis militaire de carrière maintenant depuis 35 ans. Donc, entre le départ et puis le choix de finalement devenir militaire de carrière, j'ai fait mes études comme la plupart des militaires de carrière qui joignent les armées. Je pense que le plus principal, c'est quand même de vouloir prendre aussi des responsabilités d'instruire des cadres. Et puis dans le parcours, j'ai eu quand même la confiance de mes supérieurs de pouvoir conduire une école d'infanterie. J'ai commandé une brigade d'infanterie légère et j'ai passé beaucoup de temps dans les états-majors, l'état-major de l'armée de terre et finalement aussi comme sous-chef opération en planifiant, en conduisant des opérations finalement, avant de devenir attaché défense comme sous-chef opération, à conduire des opérations en Suisse et aussi à l'étranger, surtout dans le domaine de promotion de la paix. Chez nous, la limite d'âge pour aller à la retraite est fixée à 62 ans. Donc, après cette magnifique opportunité de pouvoir conduire toutes les opérations de l'armée suisse, j'ai eu la belle occasion de finir ma carrière ici à Paris comme attaché de défense. C'est quelque chose qu'on ne peut pas refuser quand on le reçoit proposé comme j'ai eu la chance de le faire. Alors justement, par rapport à votre poste actuel, quel est le rôle d'un attaché de défense et quels sont vos interlocuteurs officiels? Bon, mon rôle en tant qu'attaché de défense à l'ambassade de Suisse à Paris consiste à représenter les intérêts de la politique de sécurité suisse et de l'armée suisse en France, en Belgique et au Luxembourg. Pour y parvenir, il est indispensable d'entretenir un excellent réseau de connaissances qui favorise finalement l'accès direct aux états-majors généraux et qui favorise les collaborations bilatérales en matière de sécurité.
Alors, vous avez parlé justement de collaboration. Quels sont les enjeux de coopération militaire actuelle, d'abord entre la Suisse et la France, et puis entre la Suisse et puis l'ensemble de l'Europe? Les axes principaux de la coopération militaire franco-suisse concernent les forces de l'air, donc l'armée de l'air. Il s'agit là de régler surtout la défense et la surveillance aussi de l'espace aérien, mais aussi beaucoup de contacts avec l'armée de terre. Là, il s'agit d'échanges de savoir-faire, de l'interopérabilité. Et on travaille très étroitement dans le domaine du cyber et du renseignement, qui sont deux domaines qui s'affranchissent des frontières nationales et dont la coopération entre alliés est indispensable. Fin 2018, la ministre des Armées, Mme Florence Parly, et son homologue suisse, le conseiller fédéral Parmelin, ont signé un nouvel accord pour régler la coopération au niveau de l'instruction militaire. Cet accord favorisera la réalisation en commun d'exercices dans l'espace aérien ainsi que les activités de formation dans le domaine de la cyberdéfense. L'accord a déjà été ratifié côté suisse. La France se prononcera certainement au courant de cette année. Avec l'Europe, sur le plan militaire, l'armée suisse coopère avec de nombreux pays européens. Nous en avons évoqué quelques-uns plus tôt. La stabilité européenne est un enjeu de sécurité pour la Suisse, mais les différentes coopérations dépendent de chaque pays, de leur domaine d'excellence et de ce que nous pouvons apporter aussi pour ces pays-là. Alors, on a évoqué au début du podcast justement l'enveloppe pour l'acquisition de nouveaux avions de combat. Est-ce que vous avez un rôle dans l'acquisition de ces nouveaux avions de combat, alors que le Rafale est un candidat potentiel et que votre poste se situe à Paris? Moi, j'ai un joli modèle du Rafale dans mon bureau ici, mais malheureusement, je n'ai pas de rôle décisionnel dans l'acquisition des nouveaux avions de combat. Mon rôle est avant tout d'informer nos autorités politiques et militaires sur l'actualité relative au Rafale et d'informer les autorités françaises sur le déroulement et les principales échéances de notre calendrier. Mon rôle est aussi de faciliter les discussions bilatérales et mettant les bonnes personnes en relation. J'aurais une question plus de diplomatie, parce qu'on oppose souvent le domaine militaire à celui de la diplomatie. Est-ce que la diplomatie militaire et la diplomatie classique, entre guillemets, sont suffisamment intégrées selon vous? Chez nous, dans l'ambassade ici de la Suisse à Paris, la collaboration entre l'ambassadeur et ma personne comme attaché de défense fonctionne très bien. Donc, la diplomatie politique classique ou militaire réfère aux relations entre États. La diplomatie militaire se rapporte donc plutôt aux relations entre les autorités militaires des États, ce qui n'est par contre pas le cas de la diplomatie classique. Il est donc normal et correct d'opposer ces deux formes de diplomatie. Pour donner un exemple pratique, lorsqu'un général français désire un entretien, il se tournera vers une autorité militaire, donc vers l'attaché de défense et non pas vers l'ambassadeur. Ces deux formes de diplomatie sont bien intégrées, même s'il y a une division de travail, naturellement, c'est clair. Mais la communication, en tout cas chez nous, elle est très bonne. On se parle, on se voit même tous les 15 jours au moins, respectivement, avec les rapports de l'ambassade. On se voit chaque semaine. Alors j'aurais une dernière question qu'on pose généralement à tous nos intervenants. Est-ce que vous auriez une série ou un livre à nous conseiller? Oui, je dirais, j'ai un film à conseiller, mais peut-être déjà tout le monde le connaît. C'est Le Chant du Loup, qui m'a bien impressionné. Je m'intéresse beaucoup à la culture française actuellement. C'est pour ça que j'ai aussi vu le film l'année passée, Le Chant du Loup, qui traite d'une manière assez bien recherchée et puis qui correspond bien à la réalité finalement
de ce que peut connaître le sous-marinier comme défi tous les jours. Donc, je conseille de le voir, ceux qui ne l'ont pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'au sein de SONU, on est beaucoup à apprécier ce film. Alors, monsieur le divisionnaire, merci beaucoup pour vos réponses. Ça a été très instructif. Pour nos auditeurs, n'hésitez pas à nous faire un retour sur Facebook ou par mail. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Défense à l'antenne. Et en attendant, n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous.